Je crois que vous êtes toutes et tous parmi nous, donc on va pouvoir commencer. Bonjour, je suis Karine Gendron, responsable de programme au Fonds de recherche du Québec, secteur Société-Culture, à la direction des actions concertées. Et je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances qui portera sur deux projets réalisés dans le cadre du programme de recherche sur les personnes aînées vivant des dynamiques de marginalisation et d'exclusion sociale. J'aurai le plaisir d'animer cette rencontre de transfert des connaissances. Ce sont toujours des projets très intéressants que nous entendons, donc c'est un grand honneur pour moi de pouvoir animer cette rencontre aujourd'hui. Elle nous permettra d'en connaître davantage sur les résultats issus de deux recherches qui sont menées dans le cadre du programme que je viens tout juste de nommer. C'est important de le dire, ce programme a permis le financement de 9 projets de recherche et de recherche-action. Plusieurs activités de transfert des connaissances auront lieu prochainement pour vous présenter ces recherches dans le but de réfléchir ensemble aux changements de pratiques ou d'approches qu'elles rendent possibles et aux connaissances acquises dans le cadre du programme. Aujourd'hui, nous entendrons tour à tour Hélène Bélanger de l'UQAM et Sébastien Laure de l'UDM qui nous présenteront les grandes lignes de leurs recherches. La rencontre se terminera un peu avant midi. Précisons que ces deux recherches ont pu être réalisées grâce aux partenaires du FRQ qui les ont financées à 100. Ces partenaires sont le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Société d'habitation du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Nous les remercions pour leur engagement dans le soutien de la recherche et leur reconnaissance de l'importance de ces recherches pour éclairer les décisions, les stratégies et les actions gouvernementales à mettre de l'avant pour appuyer les milieux pratiques et citoyens. Il faut savoir que dans les programmes des actions concertées, ce sont des partenaires qui définissent les objectifs et les besoins de recherche du programme. Le fonds de recherche est quant à lui responsable de la gestion du financement, allant de la coordination des comités d'évaluation des dossiers qui seront déposés au programme à l'organisation des différentes rencontres qui permettent aux équipes de recherche de discuter avec les partenaires des ministères et des différents milieux. Nous nous assurons également du respect de la liberté académique et de la propriété intellectuelle des chercheurs et des chercheuses. Au terme de chaque recherche menée aux actions concertées, le Fonds organise une activité de transfert permettant de favoriser l'appropriation des connaissances par les milieux utilisateurs de ces connaissances. C'est autour de cette rencontre que nous sommes réunis aujourd'hui. Nos partenaires sont ainsi instigateurs du programme et ont identifié en amont des besoins de connaissances à combler. Les objectifs du programme qu'ils ont lancé sont ceux-ci, je les nomme rapidement. Donc, de mieux comprendre les réalités vécues par les personnes aînées du Québec vivant des dynamiques de marginalisation et d'exclusion sociale, d'identifier ces dynamiques et les contextes qui rendent ces personnes aînées vulnérables, ainsi que les conjonctures et rapports sociaux susceptibles d'entraîner leur marginalisation, et puis de dégager des pistes d'action ou d'intervention visant à réduire leur exclusion sociale ainsi que les inégalités sociales liées au vieillissement. Vous êtes plusieurs avec nous aujourd'hui pour discuter des deux projets et vous provenez de milieux assez diversifiés, ce qui est très stimulant et qui promet une période d'échange assez riche, échange que nous allons encourager d'ailleurs. Pour ce qui est du déroulement de la séance, chaque équipe dispose de 30 minutes de parole. Nous les entendrons ainsi tour à tour et vous pourrez poser vos questions pendant les 15 minutes qui suivront leur présentation, qui seront réservées justement aux discussions. Ces questions seront à inscrire dans la boîte de discussion et je pourrai les relayer à la période des échanges. Je serai votre porte-voix aujourd'hui. Vos caméras et vos micros, vous le remarquez, ne peuvent s'activer puisque nous enregistrons la séance que nous rediffuserons sur notre chaîne YouTube du Fonds de recherche du Québec d'ici quelques jours. Cela dit, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin puisque la période de questions ne sera pas rediffusée. Par ailleurs, je vous informe que les questions écrites dans la boîte de discussion ne sont pas visibles à l'ensemble des participants et participantes. Elles ne sont accessibles qu'aux panélistes que vous voyez à l'écran. N'hésitez donc pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête pendant la présentation, même si nous n'y répondrons qu'à la fin.
Je suis également accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, qui est responsable des aspects plus logistiques et techniques de la rencontre. Elle pourra vous aider avec tout éventuel problème technique, puis je la remercie d'ailleurs de veiller sur nous ainsi. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Hélène Bélanger de l'Université du Québec à Montréal à nous présenter son projet de recherche s'intitulant Le logement locatif privé, facteur d'exclusion socio-territoriale des personnes aînées. Alors qu'elle amorce tranquillement son partage d'écran, je me permets de la présenter brièvement. Donc, Hélène Bélanger est professeure en études urbaines à l'Université du Québec à Montréal et membre du collectif de recherche et d'action sur l'habitat. Ses travaux portent sur des thèmes touchant au droit au logement, notamment la gentrification, sur l'expérience aussi du logement et le chez-soi, ainsi que sur les effets des interventions urbanistiques sur l'appropriation des environnements résidentiels. Au fil des ans, ses travaux l'ont amené à participer à de nombreuses recherches collaboratives avec le milieu, comme celle qu'elle nous présentera dans quelques instants. Et je dis également qu'elle est accompagnée de plusieurs membres de son équipe ayant contribué grandement à la recherche parce que aux actions concertées, on a souvent de très grandes équipes qui vont contribuer au savoir, au développement des recherches. Donc, je nommerai Julien Simard, Louis Gaudreault et Renaud Goyer qui l'accompagneront lors de la présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec nous et je vous cède la parole pour les 30 prochaines minutes. Merci beaucoup, Madame Gendron. Petit test, je veux juste m'assurer que vous voyez bien mon partage d'écran. M'assurer que Très la bien. présentation se déroule bien. Alors, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui sont présentes pour cette présentation. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être parmi vous pour vous présenter, accompagnée de trois de mes co-chercheurs, la recherche que nous avons effectuée ces dernières années. Et cette action concertée a été réalisée grâce à l'appui de nos partenaires que nous tenons à remercier. Je rappelle le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Société d'habitation du Québec. L'équipe était formée de 8 co-chercheurs et collaborateurs, Violaine Jolivet, Martin Gallier, Megan Joy, Louis Gaudreault, Renaud Goyer, Isabelle Marchand et Julien Simard. Nous avons eu aussi l'aide de plus d'une dizaine d'assistants et d'assistantes de recherche qui ont travaillé avec nous à un moment ou à un autre durant le projet. Et à cela s'est ajouté 3 collaborateurs du milieu, le comité logement de la Petite Patrie, le comité logement de la Rive-Sud et la table de concertation des aînés, la table de concertation, pardon, régionale des aînés des Laurentides. Donc, cette action concertée porte sur les dynamiques d'exclusion et de marginalisation socio-territoriale vécues par des personnes aînées de 65 ans et plus qui résident dans le parc locatif privé régulier, ce qui exclut donc les résidences privées pour aînés, les RPA. Et notre travail a porté sur différents types de collectivités et j'y reviendrai sous peu. Donc, notre recherche s'est intéressée plus spécifiquement à l'exclusion territoriale, qui est une des sous-catégories de l'exclusion sociale. Et l'exclusion territoriale est définie dans notre projet à partir des études urbaines parce qu'on voulait focaliser sur des situations de mobilité ou d'immobilité résidentielle contrainte et des questions de précarité résidentielle qui sont liées à des dynamiques spatiales comme par exemple la gentrification ou la spéculation immobilière. Donc, en somme, le logement est au centre dans notre recherche de cette exclusion territoriale. On le sait, le logement est un bien complexe, c'est un bien marchand, c'est un bien essentiel et c'est aussi un déterminant social de la santé. Et les conséquences de la précarité résidentielle peuvent être très graves, surtout lorsque ça atteint le stade de l'expulsion et ça peut même constituer une vraie crise de santé publique. Donc, en plaçant le logement au cœur de l'exclusion territoriale, ça nous permet de mieux comprendre, en fait, les mécanismes qui mettent en péril le maintien dans les lieux des personnes vieillissantes qui sont vulnérables. Plus spécifiquement, l'exploration des dynamiques urbaines et immobilières et les relations locatives dans 3 types de collectivités nous ont permis d'explorer l'impact des dynamiques urbaines et immobilières sur l'exclusion et la marginalisation territoriale des personnes aînées locataires sur le marché locatif privé régulier.
Donc, notre recherche a poursuivi trois objectifs. En premier lieu, d'identifier les mécanismes institutionnels. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recensé les moyens politiques, réglementaires, lois, etc., qui sont mis en œuvre dans différents types de collectivités pour s'attaquer aux problèmes de précarité résidentielle et plus largement de l'exclusion territoriale des personnes aînées locataires. Notre hypothèse était que les programmes et lois étaient insuffisants pour contrer sur le terrain les effets de la crise du logement et de la spéculation immobilière. Et toute la question évidemment, de la gentrification. Nous, on s'est attardé plus spécifiquement sur les discours et la conception des politiques sur le vieillissement chez soi et sur les programmes municipalités et amis des aînés. Et on s'est attardé aussi à l'article 1959.1 du Code civil du Québec. Le deuxième objectif, c'est de comprendre l'expérience sociale et les épreuves qui sont vécues par les personnes aînées locataires dans différents types de collectivités, qui ont chacune leur spécificité urbaine et immobilière. Et là, pour nous, l'insécurité se manifesterait à travers différentes épreuves, qu'elles soient financières, interactionnelles ou spatiales. Et c'est ce qui nous a permis de comprendre, en fait, ce qui était vécu, l'expérience de ces personnes locataires à partir de 37 entretiens semi-dirigés auprès de locataires de 65 ans et plus qui résident dans l'une des trois localités. Et finalement, décrire les actions des acteurs du milieu qui visent à soutenir les personnes aînées locatives vivant dans une situation d'exclusion territoriale. On parle du milieu communautaire en particulier, mais des groupes de défense des locataires, mais aussi des personnes qui sont impliquées notamment dans les municipalités. Et pour nous, l'hypothèse était que ces appuis, malgré les actions qui sont posées dans les milieux, ça serait insuffisant pour garantir le maintien dans les lieux. Donc, si je poursuis, je vais juste m'assurer ici que ça change. Oui, voilà. Donc, notre projet s'est inscrit dans l'axe 3, créer des environnements sains, sécuritaires et accueillants, de l'appel de proposition qui s'intitulait Marginalisation et exclusion sociale des personnes aînées. Et notre étude a visé plus spécifiquement à répondre aux besoins sur les capacités et moyens mis en œuvre par différentes collectivités pour retenir dans leur milieu des personnes aînées en situation d'exclusion sociale. Et comme je le mentionnais, on a travaillé sur trois types de localités. Une banlieue proche, la ville de Longueuil, un quartier central montréalais, la Petite Patrie, et un pôle régional, la ville de Saint-Jérôme. Je vais maintenant vous présenter les principaux résultats de notre recherche. Donc, comment favoriser le vieillissement dans leur domicile des locataires si la possibilité même de se loger dans un quartier central, une municipalité de banlieue ou encore un centre régional, c'est incertain et ça peut même représenter un défi considérable pour les personnes aînées. Donc, nos résultats montrent que même si les programmes municipalités amis des aînés peuvent s'attaquer efficacement à certaines inégalités territoriales, on pense notamment à la provision des équipements, à l'aménagement des espaces publics, mais en général, les programmes MADA municipalités amies des aînés n'ont pas d'incidence sur les principales épreuves qui sont vécues par les locataires en situation d'insécurité. Donc, notre analyse, tant de la conception que du discours des politiques sur le vieillissement chez soi et les programmes municipalités amies des aînés, a permis d'éclairer la divergence qu'il y a entre les objectifs politiques qui sont dans ces programmes et politiques et la réalité à laquelle fait face les personnes âgées locataires sur le marché locatif privé. Donc, on a fait trois principaux constats à partir de cette analyse-là. Le premier constat, c'est que le vieillissement de la population est présenté non pas comme étant une caractéristique de la population, mais c'est plutôt présenté comme étant un défi ou même voire un problème. Le deuxième constat, c'est que la nature systémique de l'insécurité résidentielle et de la crise du logement n'est pas reconnue dans les programmes et politiques. Et troisièmement, ou très faiblement reconnu, peut-être davantage dans les programmes municipalités et amis des aînés qui viennent d'être adoptés. Mais le troisième constat, c'est que le langage qui est utilisé est en général très vague et surtout non contraignant quant aux actions qui sont proposées dans ces programmes et politiques. Le deuxième, au niveau des actions institutionnelles, c'est qu'on a fait l'évaluation complète de la jurisprudence qui touche à l'utilisation de l'article 1959.1 du Code civil pour l'ensemble du Québec pour la période entre le 10 juin 2016, soit la date de l'adoption de la première mouture de l'article 1959.1, jusqu'au 18 juin 2022.
Donc, je rappelle que l'article vise à garantir le maintien dans les lieux. Dans la première mouture, c'était des personnes âgées de 70 ans et plus, à faible revenu, qui habitent depuis 10 ans ou plus dans le même logement. Donc, de les protéger contre des reprises et des évictions. Les critères ont été élargis et en plus, on a ajouté un moratoire sur les évictions suivant l'adoption du projet de loi 65 en juin dernier. Mais notre analyse, je le rappelle, était entre 2016 et 2022. Et ça comprend quantitativement 50 000 cas qui ont été étudiés par le tribunal administratif du logement. Sur ces 50 000 cas, on a noté seulement 123 dossiers qui ont impliqué véritablement l'article 1959.1. Évidemment, il n'est pas possible de savoir combien de cas de déplacement forcé ont été prévenus en amont d'un contentieux au TAL. Mais malgré ça, on voit que le faible nombre de cas montre que c'est vraiment un recours qui est peu mobilisé, c'est vraiment une exception. Et par-dessus, en complément de l'analyse quantitative, on a aussi fait une analyse qualitative de la jurisprudence. Et ce que l'analyse qualitative démontre, c'est que les juges ont une différente interprétation de l'application des critères, que ce soit des critères du revenu, des critères de l'âge ou de la durée d'occupation, qui doivent être rencontrés pour garantir le maintien dans les lieux. Donc, les décisions vont varier selon le ou la juge qui entend la cause. Donc, en somme, malgré une avancée certaine du côté du législateur pour protéger les droits des personnes aînées, la portée de l'article 1959.1 demeure quand même très limitée. Et oui, on salue néanmoins l'élargissement des critères d'inclusion qui ont été adoptés récemment, mais ça ne répond pas aux limites qui sont soulevées dans l'étude sur la jurisprudence dans le cadre de cette recherche. Ça, c'est les principaux résultats pour le premier volet. Ensuite, quand on regarde la situation sur le terrain, dans un contexte d'effervescence du marché immobilier, ben, ce qu'on constate, c'est qu'on est dans une situation d'insécurité d'occupation des personnes aînées locataires sur le marché locatif privé. Ce qu'on voit dans les 3 localités, c'est que les ventes d'immeubles de 2 à 5 logements ont connu un bond très important qui varie de 20 à 68% en un an lorsqu'on évalue ça au le premier trimestre de 2024 selon Centris. Et les augmentations de prix de vente depuis 2011 sont très importantes également. Ça se situe entre 86% et 111% pour le secteur Rosemont-Petite-Patrie, Vieux-Longueuil et les Laurentides, dans lesquels sont localisées nos 3 collectivités. En parallèle, le profil des personnes locataires que nous avons interviewées dans le cadre de cette recherche-là montre un très grand potentiel de précarité résidentielle. Pourquoi? Ce sont des personnes à revenus faibles ou modestes. Ce sont des personnes qui ont une longue durée d'occupation en général et qui payent actuellement un loyer bien en dessous des prix moyens des logements équivalents qui sont disponibles sur le marché. Et comme on va le voir, cette précarité se traduit par des épreuves interactionnelles, financières et spatiales qui englobent les difficultés et les obstacles que vivent ces personnes-là, aînées locataires sur le marché privé régulier. Des premières catégories d'épreuves, on parle d'épreuves interactionnelles et là, dans les 3 localités, la majorité des locataires, dans le cadre de cette recherche-là, font face à des épreuves interactionnelles qui prennent différentes formes. Des formes que ce soit, par exemple, des conflits avec un voisin. On a même un cas de maltraitance. On parle de menaces ou de tentatives d'expulsion. Et ces menaces qui sont parfois, ou des tentatives qui sont parfois frauduleuses ou malveillantes. On a du harcèlement, de l'intimidation ou encore des pressions ou invitations à quitter l'appartement, voire même de la désinformation ou du non-respect des droits des locataires. Dans le tableau que vous voyez à l'écran à gauche, les plus montrent en fait l'importance des différentes formes d'épreuves interactionnelles que vivent les locataires dans les différentes localités. Et là, je vous présente même une citation de Madame Jazette, 73 ans, qui habite depuis 18 ans dans la Petite Patrie.
Et elle a fait face à des rénovations majeures. Elle a quand même pu réintégrer son logement parce qu'elle a été appuyée et elle a défendu ses droits. Mais vous voyez un peu le type de pression que les locataires peuvent vivre, comme elle mentionne elle-même. Ben moi, j'ai dit, donnez-moi ça que je regarde parce que la propriétaire, la nouvelle propriétaire lui présentait une entente de résiliation de bail pour effectuer des travaux majeurs. Comme elle le mentionne elle-même, puis c'est tout ce qu'elle me disait, elle, c'est t'es pas fine, parce qu'elle ne voulait pas signer cette entente de résiliation de bail. Et elle se sentait très mal à l'aise, la locataire âgée, d'avoir cette propriétaire qui faisait de la pression pour qu'elle signe cette entente de résiliation de bail, pour qu'elle ne revienne pas qu'elle ne reprenne pas son appartement après les rénovations majeures qu'elle devait effectuer. Du côté des épreuves financières, elles sont vécues par plus de la moitié des personnes interviewées. Les épreuves financières prennent principalement la forme d'augmentation abusive de loyer, parfois de plusieurs centaines de dollars par mois. Et il faut noter que ces augmentations abusives sont en général, même très souvent accompagnées de menaces ou de comportements intimidants, que ce soit de la part du propriétaire, du gestionnaire ou encore d'un employé ou de la propriétaire. Et là, on le voit dans l'exemple de M. Lebrun, qui habite dans son 2 pièces depuis 20 ans. M. Lebrun qui a 67 ans, qui a vécu en fait une revente rapide. Donc, il y a eu un premier achat avec une augmentation de 10% qu'il avait accepté, une deuxième augmentation de 10% à la revente. Et là, même si c'était opposé par lettre enregistrée, on lui a mentionné que la lettre s'était jamais rendue. Donc, on a refusé sa contestation d'augmentation. Alors, vous pouvez voir les pressions que les locataires peuvent subir. Et finalement, plus de la moitié des personnes interviewées ont rapporté des épreuves spatiales. Donc ça comprend des exemples, par exemple, le manque d'entretien de l'immeuble, des problèmes de salubrité du logement, de la présence de vermine ou encore, dans certains cas, on peut aller jusqu'à l'entrée du locataire dans l'appartement sans autorisation, en présence ou non de la personne locataire, de la personne aînée locataire. Et ça, c'est un des exemples de Madame Courrier à Saint-Jérôme, où le propriétaire entrait, même quand elle refusait, quand elle était présente. Donc, elle a carrément mis une chaîne pour l'empêcher de rentrer parce qu'il disait qu'il pouvait entrer quand il voulait puisqu'il était le propriétaire des lieux. Donc, les situations de mal logement et de précarité sont bien connues. Vous vous en doutez des intervenants du milieu, tout comme les différentes formes de contraintes, toutes les questions d'avis, d'éviction ou d'entente, soi-disant à l'amiable, pour que les personnes aînées locataires quittent le logement, qu'elles paient en général bien en dessous des prix actuels du marché. Et le problème est que lorsque les personnes aînées doivent déménager, c'est qu'elles doivent souvent quitter leur quartier, quitter leur milieu, ou encore pour être en mesure d'accéder à un logement selon leur capacité de payer, ou encore accepter de payer beaucoup plus cher si elles veulent demeurer dans leur milieu de vie, ou encore accepter des conditions de logement qui peuvent être mal adaptées ou insalubres. De plus, les effets de la spéculation immobilière se font sentir sur la population âgée locataire en situation de précarité résidentielle beaucoup plus rapidement et amplement que la capacité des acteurs du milieu de pouvoir agir et de pouvoir appuyer, aider les personnes qui sont aux prises avec ces difficultés-là. Donc, quand on parle des acteurs du milieu, on pense notamment aux groupes communautaires, aux institutions municipales et provinciales. Donc, ils tentent de répondre à ce qu'ils peuvent être qualifiés comme eux-mêmes qualifient de crise et tentent d'intervenir malgré leurs capacités limitées. Plusieurs actions sont mises en place pour notamment informer les personnes locataires de leurs droits, de les accompagner dans leur démarche de contestation, de reprise d'éviction ou de hausse des loyers, de faire des pressions auprès des municipalités pour l'adoption de politiques, d'adoption de mesures d'urgence. Malheureusement, surtout quand on parle du milieu communautaire, leur capacité est limitée parce que les financements sont en général ponctuels, donc c'est toujours un peu à recommencer. Et comme ces acteurs-là le mentionnent, on se retrouve dans un processus accéléré de vieillissement de la population au Québec et ça risque d'alimenter et d'aggraver encore plus les enjeux que nous, on a documentés dans notre projet. Quant aux retombées de ce projet-là, au niveau de la portée sociale, ce que notre travail a démontré, c'est que les résultats nous permettent d'identifier des objets précis
sur lesquels l'action publique dans divers paliers du gouvernement peuvent intervenir. Et mon collègue Julien va insister là-dessus sous peu. Et du côté de la portée sociale, en fait, notre recherche fait ressortir plus largement comment l'agisme peut s'insérer dans la relation locative, avec des effets délétères qu'on peut classer dans la catégorie des violences directes ou indirectes qui sont faites aux personnes aînées. Le faible revenu des personnes âgées les place dans une situation de très grande vulnérabilité et les résultats montrent la nécessité de renforcer positivement les conditions matérielles d'existence de ce sous-segment de la population vieillissante, sans quoi elle risque de s'appauvrir davantage et de cumuler d'autres problèmes psychosociaux, que ce soit santé déclinante, insécurité résidentielle, entrée en itinérance, etc. Le projet a aussi des retombées scientifiques. Donc, les résultats de notre enquête contribuent à améliorer les connaissances dans la littérature grandissante en gérontologie sociale et en études urbaines. Les travaux qui s'intéressent entre autres aux impacts des inégalités dans les dynamiques résidentielles des personnes aînées. Par le passé, les travaux sur les trajectoires résidentielles, par exemple en gérontologie sociale, s'intéressaient, ou en gérontologie environnementale, je devrais plutôt dire pour être plus précise, s'intéressaient davantage aux facteurs internes qui avaient un impact sur l'insécurité résidentielle. On parle notamment de la santé déclinante, qui avait un impact sur l'instabilité résidentielle, comme je le mentionnais. Puis là, notre projet, lui, contribue davantage à documenter les facteurs externes. Donc, ça nous permet de comprendre comment les épreuves résidentielles sont vécues et comment ça peut avoir un impact sur l'insécurité résidentielle et comment cette insécurité résidentielle là, pourrait avoir évidemment un impact sur la santé. Cette approche nous paraît très utile, non seulement pour étudier ce groupe que nous avons étudié, que sont les personnes âgées, mais on pourrait appliquer ce type d'approche pour étudier différents types de populations. Et notre travail a également contribué à mesurer qualitativement l'écart entre les protections juridiques des locataires et la portée réelle sur le terrain. Les résultats nourrissent également la littérature critique sur les politiques et programmes, notamment les programmes MADA, dans une optique d'amélioration des performances de ces politiques dans le domaine du logement. Je vais maintenant céder la parole à Julien qui va vous présenter les pistes de solutions. Julien? Oui, absolument. Les pistes de solutions. Et si je vois une question, on la gardera pour plus tard. Je vais avoir une réponse pour vous, Madame Boisclair. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Donc, en termes de pistes de solutions, merci Hélène. Excellente présentation. Donc, l'idée, c'est comment favoriser le vieillissement à domicile en casse. C'est l'objectif des politiques publiques à plusieurs échelles là, au Québec et au Canada en général. Comment favoriser donc le maintien dans les lieux des locataires si la possibilité de se loger dans un quartier central, une municipalité de banlieue ou un centre régional est incertaine, voire représente dans les faits un défi considérable. Il faut noter d'ailleurs que les quartiers centraux montréalais, là, en termes de démographie, sont en passe de devenir parmi les territoires où il y a le moins de personnes âgées de 65 ans et plus au Québec. Hein. On est sur des moyennes, là, on s'en va vers du 23, 24, 25% dans certaines régions. On est même déjà au-delà en Gaspésie, au Saguenay. Dans les quartiers centraux montréalais, on est autour de 12-13% et la proportion n'augmente pas dans la même mesure qu'ailleurs. Donc, on a un certain problème de mixité sociale intergénérationnelle, là. Et puis, évidemment, cette dynamique-là est peut-être un petit peu différente à Longueuil et à Saint-Jérôme, mais on voit quand même ces logiques d'exclusion des centres, là, hein? Les centres où pourtant sont regroupés les services, d'habitude, les transports, où il y a une certaine marchabilité, hein? Le processus de vieillissement accéléré du Québec, donc, risque d'alimenter, voire d'aggraver ces enjeux documentés là, dans cette recherche-là, notamment en raison de cette réalité économique très claire et très quand même simple à comprendre, qui est celle qu'une personne aînée avec une longue durée d'occupation dans un logement locatif privé va être davantage la cible de la spéculation du déplacement forcé. Pourquoi? Hein? Parce que la personne propriétaire veut refermer, donc l'écart entre le prix payé et le prix du marché. On peut peut-être changer, oui, exactement. Donc, on a plusieurs recommandations, évidemment, destinées à diverses institutions là, et ministères au Québec.
Donc, en termes de code civil et de TAL, tribunal administratif du logement, évidemment, comme on l'a dit tantôt, les seuils d'admissibilité de l'article 1959.1 ont été modifiés récemment. C'est très bien. Or, la durée d'occupation est encore à 10 ans. Dans la première mouture proposée en 2014 par Québec solidaire, on parlait de 5 ans. C'est peut-être vers là qu'il faudrait aller pour garantir que plusieurs personnes pourraient être davantage protégées par cet article-là. Mieux former les juges administratifs, parce que comme on vous l'a mentionné, et d'ailleurs, on a un rapport complet sur 1959.1 qui est inclus dans le rapport extensif de la recherche. Donc, former les juges administratifs pour qu'il y ait une unité, une uniformité, disons, de jugement au TAL, notamment au niveau du cumul des revenus des conjoints et des conjointes. Le fardeau de preuve aussi pour harcèlement, l'article 1902, devrait être facilité parce que les recours en harcèlement, bon, on voit dans les dernières années qu'il y a davantage d'ouverture peut-être à ça du côté des juges administratifs du TAL, mais encore là, une fois, c'est très compliqué de faire des recours en harcèlement quand il y a de la violence psychologique et donc de la violence qui ne relève pas des voies de fait et du code criminel. Donc, les fardeaux de preuve sont très difficiles à constituer. Les recours sont faibles. La police va renvoyer au TAL. Le TAL, parfois, a de la misère à entendre ces causes-là. Donc, il faut vraiment penser à comment on peut améliorer les recours en harcèlement. Bonifier, pérenniser le soutien financier aux groupes de défense parce qu'ils sont vraiment, en fait, en première ligne de ces situations-là. Vous savez, il y a une loi sur la maltraitance au Québec depuis 2017, mais qui s'adresse au RSSS, au Réseau de la santé et des services sociaux. Donc, tout ce qui est la relation locative propriétaire-locataire, à moins que ça soit dans le cadre d'une entente avec un CIUS, par exemple, dans une RPA. Mais dans du logement locatif privé traditionnel, c'est un peu comme s'il y avait, comment dire, un angle mort assez majeur ici. Donc, eux font ce travail d'accompagnement-là, de défense de droit, mais aussi d'accompagnement psychologique, parce que c'est une grosse dimension de ces situations-là. Les gens en pâtissent beaucoup au niveau du stress, des maladies chroniques, de la santé mentale, etc. Améliorer l'accès à l'aide juridique, les seuils d'admissibilité. Mener une campagne de sensibilisation aussi peut-être en collaboration avec les grandes associations de propriétaires, notamment la Corpic ou autres, sur l'importance de développer des saines relations dans la relation locative, que ça soit exempt de violence. Donc, on fait ces campagnes-là au niveau de la maltraitance financière. On le voit avec l'Autorité des marchés financiers, etc., à la grandeur du Québec, la fameuse maltraitance financière du petit-fils, etc., ou de la fraude au téléphone. Donc, si c'est un enjeu, cette fraude et cette maltraitance-là qui s'immiscent dans la relation locative devrait également faire l'objet de campagnes de sensibilisation majeures. La ligne aide maltraitance adulte aîné, elle est très liée, encore une fois, à la loi 2017 sur la maltraitance dans la RSSS, mais peut-être qu'on pourrait penser à l'élargir pour inclure la violence dans la relation locative. Et là, un des problèmes qu'on a, comme je vous disais, et c'est identifié ici, c'est que ce sont donc des interactions, des épreuves interactionnelles, comme on disait, qui sont dans l'informel, qui ne laissent pas nécessairement de traces et qui sont très peu visibles, contrairement à ce qui se produit dans les institutions du champ de la santé, où il y a quand même la violence et la maltraitance, mais il y a un contexte institutionnel. On peut maintenant changer. Les mesures recommandées au niveau du parc locatif privé et du logement hors marché. Donc, c'est sûr que les situations de précarité, la crise de l'abordabilité va en augmentant, surtout chez les personnes vieillissantes qui dépendent de revenus fixes, comme le supplément de revenus garanti, parce que ces pensions-là ou ces aides-là ne sont pas suffisamment indexées, non seulement à l'inflation officielle, mais à la hausse réelle du coût de la vie. Les écarts entre le loyer payé et la capitalisation possible sur le marché, dans des marchés chauds comme on les connaît, c'est sûr que, comme je le disais tantôt et comme Hélène l'a dit aussi, ça augmente le risque de déplacement forcé et d'éviction. Il y a un problème de disponibilité des données également. Donc, il faut faire davantage de recherche quantitative, qualitative, etc. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est assez novateur.
de démontrer on le savait que ça se passait à Montréal, déjà dans les quartiers centraux. On a démontré que les dynamiques, en fait, micro-relationnelles, ou dans la relation locative, étaient pas mal les mêmes à Saint-Jérôme et à Longueuil, même si on n'est pas sur le plateau Mont-Royal. Donc, c'est vraiment cette logique-là, même s'il y a des différences, évidemment, dans les contextes urbains. On voit que ça se produit ailleurs. Et pour avoir tourné un peu sur ces idées-là au Saguenay, à Québec et à d'autres endroits au Québec, c'est aussi présent. Donc, la question, on y répondra tantôt, mais oui, il y a une logique municipale ici adoptée peut-être, mais ça nous prend des données. Ça nous prend des données appuyées parce que souvent les réponses, c'est oui, mais comment vous prouvez ça? Ça se peut pas, etc. On peut pas généraliser. Donc, c'est le gros problème en général de la recherche qualitative, c'est que bien sûr, on travaille sur des échantillons restreints, mais on les travaille en profondeur. Mais on peut dire que c'est endémique tout à fait, là, parce que les recherches commencent à s'accumuler à ce sujet-là. Et c'est les échos qu'on en a du terrain également. Donc, documenter les besoins, je l'ai déjà dit. Évoluer la portée du FAC, donc faire une vraie recherche évaluative sur le nouveau programme d'habitation abordable du Québec, qui malheureusement ne semble pas permettre de construire un nombre d'unités suffisant, d'unités hors marché suffisant pour répondre aux besoins des aînés en situation de précarité résidentielle. Donc, ça nous prendrait évidemment des modélisations très claires sur ces besoins-là. Bon, le FRAPRU parle de 250 000 ménages en situation de précarité en général de tous les âges. En termes de vieillissement, ben, on peut dire peut-être, on peut estimer qu'un quart, en tout cas des aînés, surtout les aînés qui vivent en logement locatif, sont à risque de précarité résidentielle et possiblement de déplacement forcé contre leur gré, donc de mobilité contrainte ou même d'assignation en résidence, c'est-à-dire être pris dans un logement inadéquat, inabordable ou dangereux ou insalubre. Okay? Il faut donc évidemment financer le logement hors marché avec service, trouver des modèles, les OBNL, les fiducies foncières, innover à ce niveau-là parce que les besoins sont criants déjà maintenant et vont continuer à augmenter dans les prochaines années. On voit aussi également un lien direct. Là. C'est sûr que le quantifier, ça commence à être difficile, sauf que les organismes de base en itinérance, comme la mission Oldbury et autres, nous disent qu'ils voient une augmentation nette là, de peut-être 60-70% de leur clientèle, qui sont des personnes âgées qui entrent en situation d'itinérance. Donc, on a besoin de recherche aussi à ce niveau-là, mais il y a vraiment une, comment dire, une relation de cause à effet là, entre cette insécurité-là et l'augmentation des personnes vieillissantes en situation d'itinérance. L'interdiction du changement d'affectation, donc les évictions pour changement d'affectation, c'est sûr que c'est une bonne chose, le moratoire qui a été implanté là, en juin dernier. Il faut voir comment il est appliqué sur le terrain, puis s'il n'y a pas des fois des contournements, hein, parce que le tribunal administratif du logement ne voit pas tout. Évidemment, nos collègues tels que Martin Gallier estiment que c'est bon en bas de 10% des causes qui se rendent au TAL. Donc, c'est sûr que c'est un tribunal de recours. Et donc, il faut aller voir des fois sur le terrain comment ça se passe dans l'informel, des contrats informels, des signatures informelles comme on l'a mentionné. Et pour continuer, après ce reste 5 minutes, on va pouvoir passer à la conclusion au mot de la fin. Pour les municipalités, là, c'est sûr que les municipalités n'ont peut-être pas toute la liberté qu'elles voudraient en matière d'action publique, sauf que ça nous prend justement des politiques où on intègre le mal logement comme une forme d'exclusion sociale et où les inégalités sociales entrent davantage dans le discours et dans les pratiques. Considérer l'expérience en habitation, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est justement ça. Être proche de ce qui se passe réellement. C'est pas parce qu'une loi existe comme l'article 1959.1 que automatiquement dans le monde réel, les gens sont protégés. Hein? La même chose se produit au niveau des voies de fait ou des agressions sexuelles. C'est pas parce qu'il y a des lois qui les interdisent que ça se produit pas. Ça prend des politiques en prévoyant des mesures concrètes, là, notamment, ben, on le voit là, directement pour l'itinérance qui augmente, notamment à Saint-Jérôme et ailleurs, mais essayer de prévenir, hein, peut-être en collaboration avec les CIUS locaux, avec les organismes communautaires, là, prévenir l'entrée en itinérance et justement le fait de tomber dans des spirales de précarité.
Intégrer les personnes aînées, les chercheurs, chercheuses dans l'évaluation des politiques et leur élaboration également, hein, pour essayer de viser juste au niveau de l'action publique. Donc, le maintien dans les lieux, c'est sûr qu'il faut le renforcer par des mesures concrètes. Essayer d'innover au niveau de l'habitation abordable et hors marché. Et quand on dit abordable, c'est pas abordable au sens de la SCHL, c'est abordable au sens de la capacité de payer des ménages. Hein. On sait que le revenu médian des aînés au Québec, c'est environ 24 000 donc il faut penser à 30 de ça. C'est ça l'abordabilité réelle. Et en plus, dans un contexte d'inflation. Et évidemment, les politiques MADA bon, sont limitées et l'habitation, ça reste un enjeu de siloisation au Québec entre le provincial et les municipalités. Alors, pour terminer, les priorités, soutien financier des groupes de défense des droits des locataires, accès juridique automatique des personnes admissibles, 1959.1, campagne de sensibilisation pour améliorer les relations locatives, essayer de diminuer la violence, créer du logement en marché avec services de manière extensive et des politiques qui intègrent des mesures concrètes et innovantes en habitation, hein, où finalement il y a une meilleure intégration entre le municipal et le provincial. Puis là, je te laisse reprendre. Alors, bon, évidemment, tout projet de recherche a certaines limites que l'on a notées dans notre projet de recherche. Bon, en fait, dans les limites, c'est que notre projet n'a pas réussi à documenter, de par l'échantillon qui a été interviewé, toute la question des enjeux d'expulsion pour subdivision et agrandissement. Ça n'a pas fait partie vraiment de notre échantillon, donc on n'a pas pu documenter cet aspect spécifique-là de l'insécurité résidentielle. La même chose pour tous les changements de vocation, par exemple pour en faire du logement, de l'hébergement touristique. Le projet n'intègre pas d'autres dynamiques d'exclusion qui n'ont pas été documentées dans le cadre de ce projet-là. Évidemment, toute la question des RPA, donc les résidences privées pour aînés, mais aussi toute la question des propriétaires aînés qui ont des revenus modestes et qui ont beaucoup de difficultés à se maintenir dans leur résidence dont ils sont propriétaires. Ça nous amène à deux pistes de recherche. Donc, la première qui est l'entrée en trajectoire d'itinérance. Julien l'a mentionné, donc ça devient un nouvel enjeu qui est de plus en plus criant, notamment à Montréal, mais je dirais pas seulement à Montréal. L'entrée en trajectoire d'itinérance à la suite d'un problème de précarité résidentielle et aussi une étude épidémiologique longitudinale sur les conséquences psychosociales et de santé de cette insécurité résidentielle. Donc, pour conclure, bon, on a vraiment fait la démonstration dans ce projet-là qu'on est en situation, mais ça fait même la manchette abondamment, qu'on est dans une situation du marché du logement très défavorable pour les personnes aînées inclus. Il y a des limites, des moyens institutionnels qui sont mis en place actuellement à travers les politiques et les programmes MADA. Les locataires interviewés ont fait la démonstration qu'il y a une insécurité et une précarité très grande de ces locataires vieillissants-là. Il y a des actions directes du milieu qui sont posées et malgré toute la bonne volonté, elles demeurent très limitées. Et nous avons fait différentes recommandations à différentes échelles, ce que Julien vient de vous présenter. Ceci conclut notre présentation. Alors, je vous remercie, nous vous remercions de votre attention et prêt pour les questions. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Sébastien Laure à se présenter à l'écran, après nous présenter son projet de recherche. Donc, Sébastien Laure, qui possède une formation en urbanisme, architecture et aménagement du territoire. Il est professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de pays. Je reprends, désolé. Il est professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage. Il est directeur de l'Observatoire Ivanhoe Cambridge sur le développement urbain et immobilier. Ses enseignements et recherches portent sur les rapports entre la mobilité quotidienne, les choix résidentiels et les modes de vie, ainsi que sur les impacts des changements socio-démographiques comme le vieillissement et l'immigration, sur l'évolution des territoires, de l'habitat et des politiques d'aménagement et de logement. Sa présentation, en fait, portera sur son projet intitulé Vieillir et prendre sa place dans la diversité de son quartier, mieux comprendre et intervenir sur les dynamiques d'exclusion des quartiers pour les aînés d'ici et d'ailleurs. Donc, je vous remercie
pour votre présence aujourd'hui. Je vous cède la parole pour les 30 prochaines minutes. Oui, ben merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Mon micro fonctionne? Très bien. Tout est bon? Parfait. Ben, c'est avec grand plaisir là, que je vous présente aujourd'hui les résultats de notre projet. Je suis tout seul aujourd'hui, mais je tiens à souligner quand même que ce projet-là a été fait par toute une équipe de recherche en urbanisme, en architecture, en sciences politiques, en réadaptation, en anthropologie et en géographie. Donc, il y a, en plus de moi qui est avec vous aujourd'hui, il y a Paula Négron-Pobleté qui travaille avec moi à l'Université de Montréal, à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage. Il y a Mélanie Levasseur, qui est en santé du côté de l'Université de Sherbrooke. Megan Joy, qui est en sciences politiques à l'Université Concordia. Il y a Bob White, qui a travaillé avec nous comme collaborateur en anthropologie à l'Université de Montréal. Et il y a vraiment toute une équipe d'étudiants qui a travaillé avec nous, deux candidates au doctorat en aménagement à l'Université de Montréal. Et il y a 8 autres étudiants à la maîtrise qui ont travaillé avec nous, qui sont passés dans le projet et qui sont aujourd'hui diplômés, donc dont plusieurs travaillent en lien aussi avec ce qu'ils ont pu développer dans la recherche, notamment en logement social, et un professionnel de recherche qui était aussi dans le projet. Et donc, c'est ça, je tiens à souligner rapidement quand même, mais c'est important que plusieurs personnes ont travaillé avec nous dans le projet. Donc, ce que je veux présenter aujourd'hui, un plan, c'est assez simple, c'est assez traditionnel, si je peux dire. Je vais parler du contexte, je vais parler de l'agglomération de Montréal et de l'immigration dans le Grand Montréal, puisque notre projet porte sur l'immigration et le vieillissement. Et ensuite, je vais parler du programme de recherche. Donc, disons, les trois grands objectifs qu'on avait, qui se sont intéressés dans un premier temps à l'évolution des dynamiques d'exclusion dans le Grand Montréal, en lien avec le vieillissement, mais pas que. Je vais vous présenter ça tout de suite après. Euh, les dynamiques urbaines des quartiers d'immigration, donc le cœur de notre projet, et les facteurs d'inclusion et d'exclusion. Puis je vais terminer sur les perspectives que notre travail ouvre en fait en recherche, mais aussi, je dirais, et beaucoup sur l'application de la recherche, en fait, sur l'action, sur les territoires et sur les politiques. Et ça va s'inscrire tout à fait dans la continuité de la présentation précédente là, sur les questions de logement. Et donc, le contexte de notre recherche, ce qu'on peut dire, c'est que l'immigration, c'est l'un des changements qui marquent depuis des décennies l'évolution des quartiers, des quartiers des régions métropolitaines comme Montréal. Ce qu'on observe à Montréal, on l'a observé dans la littérature aussi, dans beaucoup d'autres agglomérations beaucoup en Amérique du Nord, en fait, où l'immigration vient marquer, en fait, beaucoup le territoire. À l'échelle de la RMR, ben, ce qu'on constate à Montréal, puis ça, vous le savez aussi, c'est que plusieurs générations d'immigrants qui sont arrivés depuis plusieurs décennies ont maintenant vieilli. Et maintenant, des Québécois et des personnes venues d'ailleurs, ben, ces immigrants-là participent à l'évolution aussi des quartiers, des secteurs centraux mais aussi des banlieues, des premières couronnes de banlieues, beaucoup, les banlieues pavillonnaires, mais aussi dans d'autres espaces métropolitains. Donc, on savait que les immigrants puis l'immigration s'installent et présentes dans la plupart des régions d'une agglomération métropolitaine comme Montréal, mais est-ce que les vieux immigrants ou les personnes âgées issues de l'immigration, je devrais dire, euh, sont aussi partout? Ben, c'était un peu le contexte ou l'une des premières questions de notre recherche. Euh, Différentes configurations, on le sait aussi dans la recherche, amènent des vieillissements contrastés qui appellent à des approches interdisciplinaires liées aux expériences du vieillir. Donc, d'autres travaux qu'on a menés, qui ont mené
projet que je vous présente aujourd'hui, notamment en banlieue, ben, on peut voir que différentes expériences du vieillir, qu'on soit en banlieue, si on vieillit en milieu rural, si on vieillit en situation de handicap, si on vieillit ou pas avec des enfants à proximité, si on vieillit avec un conjoint, si on vieillit avec un, comme on l'a vu précédemment, avec un propriétaire qui nous aide pas trop, si on vit en résidence pour personnes âgées, ben, ça amène différentes configurations de vieillissement. Cette diversité-là qu'on connaît assez bien, en fait, par rapport au vieillissement, on a voulu l'explorer dans le contexte de l'immigration, dans un contexte aussi où les cumuls, où les associations, où les changements dans les déterminants du vieillissement qu'on connaît bien, mais cette combinaison-là, on la connaît moins bien dans le contexte de l'immigration et ben, amène évidemment, c'est ce que dit la recherche, des possibilités d'exclusion, qu'elles soient temporaires ou pas, et qui va transformer l'expérience du vieillissement chez soi et voire va obliger plusieurs groupes à vieillir ailleurs que chez eux. On parle de l'immigrant, mais le chez soi, ça peut être aussi, va obliger des déplacements dans un autre quartier. Donc, les objectifs de recherche qu'on avait, c'était quelle particularité l'immigration amène-t-elle dans la perspective du vieillissement chez soi et quels défis, puis pas juste des défis au sens des problèmes, mais au contraire, quelles possibilités d'innovation l'immigration implique-t-elle pour les villes, pour les municipalités, les arrondissements ou les autres milieux locaux. Donc, le projet concernait des inégalités, des enjeux d'inégalité, des défis démocratiques, puis ça, il va en être beaucoup question dans les résultats que je vais vous présenter tout de suite. Des enjeux de reconnaissance et des possibilités aussi d'innovation sociale, parce que l'immigration, d'un point de vue urbain ou d'un point de vue géographique, ben, ça peut être aussi abordé comme des renouveaux. Les travaux d'Annick Germain sur plusieurs quartiers de Montréal le montrent très, très bien. Mais on voulait aussi l'explorer du point de vue spécifique du vieillissement. Donc, on avait comme un premier objectif déjà, c'était de faire un portrait des quartiers d'immigration qu'on connaît plus ou moins au niveau du vieillissement. On connaît bien les quartiers de l'immigration, mais on a voulu voir où étaient les immigrants âgés au sein des territoires du Grand Montréal. Le deuxième objectif, c'était de caractériser les formes éventuelles d'exclusion et de participation à la vie urbaine des aînés immigrants. Et le troisième objectif était de documenter les modes de vie des immigrants et leur vécu hein, de leur milieu de vie. Donc, une perspective, disons, plutôt objective de caractérisation, mais aussi de voir comment, quelles étaient les expériences de niveau plus subjectif pour proposer des politiques, des recommandations sur les politiques, pour réviser les programmes existants. On parlait de Madone aussi. Il y a été question. Et de limiter les problèmes d'exclusion des personnes aînées immigrantes par l'intervention sur l'environnement urbain. Notre clé de lecture était, comme on est en aménagement, en urbanisme, c'était vraiment les territoires. Donc voilà, le programme de recherche, ben, on a commencé par documenter, comme je disais, et caractériser les territoires. Donc, on peut voir que l'expérience positive du vieillissement est complexe, surtout lorsqu'il est question d'immigration. Cette revue littérature-là, qui nous a aidé à aborder le territoire du Grand Montréal, on a pu observer que pour les personnes âgées, bien, il y a plusieurs retards, déficits liés à l'âge avancé ou plus avancé dans lequel ils arrivent au Canada et qui commencent à travailler, qui accèdent à la propriété, par exemple, etc. On observe aussi une plus grande vulnérabilité financière, des difficultés linguistiques qui, si elles sont conjuguées à une accessibilité spatiale qui est déficiente, ben, entraînent plusieurs problèmes, exacerbent en fait plusieurs problèmes réguliers ou qu'on peut voir chez des personnes âgées qui ne sont pas immigrants. Le rôle contrasté aussi d'une trop grande cohabitation intergénérationnelle, ça ressortait aussi dans la littérature et on l'a observé aussi à plusieurs reprises dans nos résultats que
l'intergénérationnalité, si je peux dire, c'est un facteur qui peut permettre de mieux inclure, mais aussi d'exclure les personnes âgées qui peuvent être, je vais développer plus loin, mais il n'y a pas que du positif, en fait. Et surtout sur les questions de territoire, ben, ce qu'on voit dans les dernières années, ce qu'on voit dans la recherche, puis aussi dans d'autres agglomérations comme Montréal, c'est que les centralités ethniques vont jouer un rôle crucial dans l'intégration des aînés, mais elles changent de forme depuis plusieurs années. Elles se matérialisent, oui, avec des quartiers ethniques, comme on peut voir avec, je ne sais pas moi, la Petite Italie ou Parc Extension, avec des Italiens et les Grecs, etc., des quartiers un peu qui correspondent à l'image qu'on connaît des quartiers ou des territoires où on retrouve plusieurs communautés culturelles. Mais ce qu'on voit aussi se transformer, c'est qu'on voit des hubs d'accessibilité qui s'installent, qui ne sont plus nécessairement des quartiers, mais qui peuvent être des commerces, qui peuvent être des lieux où on organise des événements. Ça peut être des lieux de culte, évidemment, mais aussi de lieux de toutes sortes d'activités. Euh, on voit aussi que les communications, l'accès aux communications était très importante, notamment par les réseaux sociaux, notamment par, euh, par, euh, par l'informalité, que les activités liées à l'alimentation demeurent très, très importantes, mais se situent plus nécessairement dans des quartiers classiques d'immigration et que, ben, il y a des nouveaux espaces culturels qui se forment. Donc, l'immigration et le vieillissement de l'immigration, ça n'échappe pas finalement aux questions de plus grande mobilité, accessibilité dans l'espace urbain, qui va amener aussi d'autres patterns d'immigration que je vais aborder plus tard. Et donc, lorsqu'il est question de politiques urbaines, lorsqu'il est question de territoire, ben, on va cibler soit des domaines, on va cibler des territoires, mais ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas toujours une bonne correspondance, en fait, entre les personnes à qui s'adressent les politiques ou les communautés, les lieux qui sont visés, les territoires d'application des politiques ou des échelles, puisqu'on est dans le Grand Montréal, et ben, les liens qu'elles vont concerner ou les activités sur lesquelles elles vont se baser. Donc, il y a plusieurs dimensions du chez-soi qui coïncident plus nécessairement avec ce qu'on connaissait bien des quartiers ethniques, qui peuvent s'étaler dans plusieurs quartiers ou qui peuvent être invisibles, en fait, dans l'espace urbain. Donc, c'est un peu les constats qu'on a voulu, qu'on a voulu explorer. Et ben, on est parti, en fait, dans notre premier objectif, je vous rappelle, c'est de faire un portrait des quartiers d'immigration. Donc, on a pris les recensements de 96 jusqu'à 2021. Et on a d'abord localisé les personnes âgées dans le Grand Montréal. Donc, vous voyez, plus que c'est rouge, c'est une carte de quotient de localisation. Plus c'est rouge, plus on observe en fait des concentrations de personnes âgées. On voit que c'est beaucoup en périphérie du centre-ville. Et quand c'est bleu, c'est qu'il y en a significativement moins de concentration, en fait, que dans le reste de l'agglomération. Et on voit ben, que finalement, c'est des quartiers qu'on connaît très, très bien, hein, les premières couronnes de banlieue qui sont marquées depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies de vieillissement, mais on voit aussi que le vieillissement, finalement, se retrouve partout dans le Grand Montréal avec des concentrations, évidemment, qui sont un peu plus présentes, mais ailleurs qu'au centre-ville. Lorsqu'on regarde l'immigration, ben, c'est un peu je ne veux pas dire le contraire, mais c'est aussi beaucoup, évidemment, beaucoup le centre-ville, mais aussi beaucoup les quartiers péricentraux du centre-ville. Donc, on reconnaît assez bien Parc Extension, les quartiers Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, tout l'Est, Saint-Léonard, Saint-Michel, etc. Donc, on voit assez bien les territoires qu'on connaît bien sur l'île de Montréal, mais en même temps, on voit aussi des très, très grandes concentrations sur la rive sud, à Laval, dans le West Island, aussi dans l'est de la ville. Donc, on voit que l'immigration n'est plus une réalité que centrale, et ça, c'est depuis plusieurs décennies, mais c'est une tendance avec les recensements
qu'on a pu analyser qui se renforcent ailleurs qu'au centre-ville, en fait. Et on a fait différentes analyses dans un article qui n'est pas encore publié, mais qui va l'être sous peu, où on explore les différentes composantes des inégalités urbaines et on a observé qu'elles concernent significativement plus les personnes âgées issues de l'immigration et on a pu le documenter à travers plusieurs années. Et il y a un facteur qui est parmi on a 5 facteurs, mais il y en a un des 5 qui est la condoification qu'on a nommé, qui est une transformation du marché du logement avec les fameux condos qu'on connaît et qui touche vraiment beaucoup la grande région de Montréal, mais aussi beaucoup, j'y arrive tout de suite, aux quartiers concernés par le vieillissement de l'immigration. Et donc, ce qu'on a pu identifier avec ces analyses, c'est que on avait 14 quartiers, je crois, qui sont significativement touchés par le vieillissement de l'immigration. Donc, ça, c'est une carte où, avec les microdonnées, on a croisé les personnes âgées de plus de 65 ans, nées à l'étranger, donc qui sont de première génération d'immigration. Et on a environ 200 000, on avait en 2021 200 000 personnes qui étaient concernées par cette réalité. Et dans certains secteurs, comme par exemple Saint-Léonard, Chaumédé ou certains secteurs de Brossard ou certains secteurs dans l'ouest de l'île, ça peut concerner plus qu'une personne, voire une personne sur 5, voire une personne sur 4 dans certains cas. Donc, c'est peut-être un nombre limité de personnes aujourd'hui, mais qui va croître dans les prochaines années et qui est réparti de façon très, très inégale et qui, pour certains quartiers, concerne beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, ça, c'est un élément important. Donc, ici, c'est une petite coquille, là, c'est 2021, c'est pas de 2016. Et donc, suite à l'identification de ces quartiers-là, ce qu'on a voulu faire, c'est de caractériser à une échelle plus fine les formes urbaines, la distribution de points d'intérêt, donc de commerce, de services dans l'espace urbain. On a caractérisé aussi le marché du logement, la mobilité et l'accessibilité et les politiques urbaines. Ce que l'on a fait pour ces analyses-là, on a analysé 3 dimensions des modes de vie qui sont s'alimenter, se divertir et socialiser, trouver du soutien et rester en santé. Donc, ces dimensions-là sont identifiées comme cruciales, oui, pour le vieillissement, mais aussi pour le vieillissement des personnes âgées qui sont qui favorisent en fait l'inclusion ou qui peuvent être, s'il y a des problèmes à cet égard-là, des facteurs d'exclusion. Et donc, je vais prendre l'exemple de 2 banlieues sur lesquelles on s'est vraiment penché de façon détaillée. Donc, les banlieues de Brassard et sur la rive sud et de Chaumédé à Laval. Donc, vous voyez un peu ce qu'on peut y voir comme configuration fonctionnelle. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais ce que vous voyez en couleur jaune, dans les 2 cas, c'est des secteurs résidentiels. Et je dois dire des secteurs exclusivement résidentiels. Donc, vous voyez ici de l'habitat classique, pavillonnaire, de bungalow, et dans certains cas, des duplex ou des typologies avec une plus forte densité. Dans les 2 cas, mais dans les 2 cas, on est sur des territoires où on a une très, très faible mixité fonctionnelle. Ça veut dire que les points d'intérêt qu'on a à notre disposition pour les activités que je vous présentais, de s'alimenter, des loisirs, etc., ils sont localisés sur des grandes voies, des voies où vous voyez les abords, c'est en rouge. Donc, à Brossard, vous reconnaissez le boulevard Tachereau, par exemple, ou le secteur du Mail Champlain.
Alors qu'à Chaumédé, ben, c'est un peu la même configuration, avec peut-être encore moins de points d'intérêt parce que, vous voyez, les espaces rouges sont beaucoup plus limités. Et Brossard est traversé par des grandes voies métropolitaines qui fait que, on retrouve beaucoup de services, beaucoup de commerces et services régionaux, en fait, qui donne aux quartiers locaux une plus grande accessibilité aux points de service. Mais dans les deux cas, on est dans des secteurs vieillissants, des secteurs où on retrouve beaucoup d'immigration, mais où on retrouve des points d'intérêt qui sont localisés un peu plus loin. Donc, on s'est intéressé à cette perspective-là. Si on prend l'exemple de s'alimenter, ben, dans le cas de Brossard, comme dans le cas de Laval, on voit le rôle crucial, en fait, des petits centres commerciaux qui sont très, très proches, qui sont accessibles des quartiers résidentiels, mais évidemment accessibles en voiture. Mais ces petits centres commerciaux-là sont très, très importants pour les communautés immigrantes, où on va retrouver de l'alimentation avec des produits ethniques ou culturels ou des produits vraiment associés à la consommation des communautés en question. Dans les deux cas, que ce soit les Grecs ou que ce soit les communautés maghrébines de Laval ou les communautés chinoises ou les communautés afghanes qu'on peut retrouver sur la rive sud, ces centres commerciaux-là sont essentiels et je dirais très, très importants et très, très bien connectés avec les communautés, beaucoup plus que les grandes surfaces qu'on peut voir dans les deux cas. Se divertir et socialiser, là, on voit qu'il y a beaucoup moins de points et beaucoup moins de points proches des secteurs jaunes que je vous présentais tout à l'heure. Donc, se divertir et socialiser, ça passe beaucoup par les lieux de culte et les activités qui peuvent être associées aussi aux lieux de culte. Euh, et ces lieux de culte-là, pour les communautés qui sont bien implantées, qui ont beaucoup de moyens, ben, on va les retrouver dans des bâtiments institutionnels, dans les deux cas. Mais aussi dans les deux cas, pour les communautés qui sont moins bien implantées, qui ont peut-être moins de moyens ou qui sont plus récentes, mécaniquement aussi, on va les retrouver dans les fameux centres commerciaux que je présentais tout à l'heure, les petits centres d'achat locaux, où on va retrouver aussi des lieux de culte qui vont aussi s'organiser avec des activités d'alimentation et de socialisation, des cafés, etc. Donc, ça vient donner encore plus d'importance aux petits centres commerciaux qui ne vont pas toujours très bien dans ces secteurs-là. Et on voit la même logique d'implantation sur les grandes voies et non pas au cœur des quartiers de résidence. Trouver du soutien, ben là, on voit qu'il y a beaucoup moins de points. Il n'y en a pas dans le secteur de Chaumédé. Il y en a à peine 4 ou 5 à Brossard. Et donc, ce soutien-là peut venir d'un autre quartier, peut venir d'une autre échelle, mais dans les secteurs très, très précis qui nous intéressent, dans les deux exemples que je vous donne, on retrouvait très, très peu de points d'intérêt qui pouvaient donner du soutien. Et donc, dans le cas des banlieues, ben, ça se situe ailleurs, dans une autre banlieue ou un peu plus loin, voire au centre-ville ou dans d'autres quartiers qui impliquent une mobilité encore plus importante. Rester en santé, là, il y avait plus de points, aussi rattachés au centre d'achat que je vous présentais, mais aussi rattachés dans d'autres types d'établissements qui peuvent être ou pas des centres commerciaux, mais qui, dans tous les cas, restent sur les grands axes de circulation qu'on peut avoir, donc non pas et donc pas proche des secteurs des secteurs de résidence. Donc, quels enjeux ça amène pour les immigrants? Ces points d'intérêt-là limités et ces points d'intérêt et la mobilité en fonction de ce qui est disponible dans les quartiers, ben, ça nous a amené à vouloir poser deux grandes questions, ben, plus que deux, mais disons les deux grandes qui sont ici à l'écran dans des entretiens puis des ateliers qu'on a fait. Donc, comment composer avec différentes centralités
du point de vue de la population et des commerçants. Donc, les centralités qui ne coïncident plus avec les lieux de résidence, comme je disais au tout début, et comment composer aussi avec des projets structurants en transport et en logement qui sont en cours de réalisation, par exemple dans ces deux grandes banlieues-là, mais qui ne sont plus nécessairement en lien avec les espaces d'activité ou les lieux de vie des communautés en question. Euh, et donc, on a fait des entretiens avec des professionnels du Grand Montréal sur différents domaines d'alimentation, de travail communautaire, de francisation, de logement, de gestion municipale. Et on a aussi fait des groupes de discussion focalisés, des focus groups avec des citoyens. Donc, on a toujours eu cette préoccupation-là d'avoir à la fois les citoyens, mais aussi les gens qui interviennent auprès des citoyens pour avoir un peu de pouvoir compléter finalement les citoyens qu'on ne peut pas rejoindre, de passer par les professionnels. On a fait des focus group à Brossard, à La Salle, à Laval, à Rosemont, la Petite Patrie. Donc, on a exploré les différentes réalités des quartiers qu'on avait. Là, je reste toujours sur l'exemple de Brossard et Laval, puisqu'ils sont importants. Des focus group, on en a fait en afghan, en espagnol, en mandarin, en anglais, en français. On en a fait dans vraiment plusieurs langues. On a eu beaucoup d'aide de nos partenaires, notamment la Maison internationale sur la Rive-Sud, Carrefour Montrose à Rosemont, Scama à Laval. Et donc, on a pu approcher, comme je disais, les réalités des vécus, en fait, des quartiers qu'on avait caractérisés. Et donc, avec à la fois les professionnels et les citoyens, on a analysé des pistes de solutions au regard des problèmes qu'on avait montrés avec les quatre activités que je vous disais. Donc, ici, une liste un peu d'épicerie des solutions qu'on a pu identifier. On a fait le même exercice dans les territoires que je viens de vous lister. Et puis, ça allait d'aménager des espaces publics pour des activités de socialisation, réglementer pour obliger les promoteurs à bâtir des logements plus abordables, encourager le covoiturage. Donc, ça rejoignait vraiment beaucoup d'une grande diversité, en fait, de solutions qu'il faudrait amener pour faciliter, en fait, les modes de vie des aînés issus de l'immigration. Ce que l'on a fait, dans un premier temps, on identifiait des solutions comme ça et ensuite, on les a classées en priorité élevée ou priorité faible et une faisabilité difficile ou une faisabilité facile. Et donc, on a pu classer, en fait, ce qui était facile à faire à court terme, autrement dit, et ce qui était plus compliqué. Évidemment, faire du logement, c'est pas comme faire un plan de communication pour communiquer des services. Il y en a un qui est plus facile que l'autre. Les deux sont importants, évidemment. Et donc, on a pu classer. On a un article qui est en cours de rédaction là-dessus, puisqu'il y a beaucoup d'éléments. Donc, un exemple où on voit des exemples là, comme aménager des espaces pour les activités de socialisation. Donc, c'est une priorité élevée. En même temps, c'est une faisabilité qui est un peu plus difficile qu'encourager du covoiturage ou de favoriser la collaboration en différents organismes. Et donc, on a toute une collection, en fait, de cadres conceptuels, comme ici, le cas de Brossard, pour solutionner, en fait, les problèmes. On a ce que l'on peut voir de ces problèmes et éléments de solution-là, c'est que la question des politiques urbaines et les questions de reconnaissance citoyenne, c'est des gros morceaux, en fait. Ça ressort dans beaucoup de problèmes et de solutions que de gérer la gestion d'une diversité de plus en plus complexe et difficile parce que dans bien des cas, elle va rester invisible pour les municipalités, pour les territoires, mais aussi pour les intervenants. On voit que l'évolution des emprises des aînés dans les espaces puis les réseaux de différentes communautés dans un même territoire sont présentes et on peut retrouver
évidemment, si on est dans un quartier avec une forte concentration d'une même communauté, euh, c'est plus facile, c'est visible, ça s'organise peut-être plus facilement aux yeux des professionnels qu'on a rencontrés que d'organiser des services en afghan, en espagnol, en plusieurs langues, pour des communautés qui ont des activités, qui ont des points d'intérêt très différents sur un même territoire. Et donc là, ben, une des problématiques, c'était de développer des lieux significatifs dans le quotidien pour une pluralité de communautés, mais aussi d'accompagner des changements dans les modes de vie qui sont aussi de plus en plus diversifiés. On a identifié plusieurs types de défavorisation, qu'elles soient économiques, matérielles, sociales, civiques ou sociétales. Donc, en fait, c'était la question de savoir est-ce que les communautés plus nombreuses ou historiquement plus présentes sont plus ou mieux reconnues? Ben, on est obligé de constater que la logique du plus grand nombre s'applique en fait pour plusieurs territoires. On a plus de priorité évidemment pour les plus jeunes, pour les plus actifs, pour les mieux organisés. Et ben, ça compte aussi pour les communautés vieillissantes d'immigrants. On a des communautés qui sont très, très bien organisées. On a même des communautés qui vont s'occuper des communautés plus historiques, bien organisées, qui vont s'occuper des nouvelles communautés qui commencent à arriver. Et donc, on a cette logique-là du plus grand nombre qui peut poser aussi problème. C'est-à-dire que les nouvelles communautés qui sont moins bien organisées, par exemple, qui ne sont pas organisées en association comme celles qui sont présentes depuis plusieurs années, ben, ne pourront pas louer de locaux dans des municipalités pour organiser des activités. Ils vont être encore plus invisibles. Et en banlieue, quand tout est étalé et que les points d'intérêt sont plus difficilement accessibles, ça devient encore plus difficile, en fait, non seulement de s'organiser, mais aussi d'être visible, puis de pouvoir rayonner en étant présent, en ayant une place, en fait, sur le territoire. On a aussi fait une enquête web plus large pour avoir plus d'éléments de solutions face aux enjeux qu'on a identifiés. On a fait une enquête web où on a fait comme l'étape que je vous montrais, identifier des solutions puis classer ces solutions-là. On a reçu plus de 200 idées de solutions pour limiter l'exclusion des personnes âgées immigrantes. On en a retenu, il y avait beaucoup de répétitions, on les a classées, on a enlevé les doublons, on en a gardé 52 qu'on a renvoyés à une enquête et on est toujours en cours d'analyse de ces données-là. Ben, pas en cours d'analyse, on est plus en cours de rédaction des résultats. Ce que l'on peut remarquer et surtout ce qu'on peut recommander de ces enjeux et perspectives de solutions-là, ben, c'est qu'il y a un premier enjeu qui est hyper important, c'est de ne pas tomber dans la brèche, en fait entre des politiques qui ont été conçues et pensées pour le vieillissement et des politiques qui ont été conçues et pensées pour l'immigration. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a pratiquement pas de territoire où on croise ces deux perspectives-là. Euh, et donc, ça nous amène à dire qu'il faut une meilleure concertation à l'échelle municipale ou des arrondissements entre le milieu communautaire et institutionnel pour permettre un meilleur partage des informations sur la diversité et les besoins de profils de plus en plus pluriels. Les quartiers, les secteurs qu'on a pu explorer, on avait des municipalités qui n'étaient pas toujours au courant de l'évolution récente de leur population, qui n'étaient pas au courant de la présence même de différentes communautés sur le territoire. Alors là, ça devient difficile de pouvoir proposer des services ou du soutien à des communautés que l'on ne connaît pas. Et donc là, il y a une première recommandation qu'on peut faire qui est vraiment de donner les moyens au milieu de connaître l'évolution très, très rapide et souvent beaucoup plus rapide que les moyens qu'on a pour intervenir. Et donc, d'avoir les moyens de pouvoir bien connaître les changements démographiques. Mettre à jour les politiques urbaines sur le vieillissement avec une plus grande inclusion de la diversité des territoires qui change
rapidement, comme je viens de le dire. Même 2 recensements, c'est trop long. Les changements de population sont beaucoup plus rapides que ça. Euh, je tiens à dire qu'à aucun moment dans nos entretiens, dans l'enquête, dans les enjeux, dans les solutions, le programme MADA est amené comme un levier d'action. Qu'il soit véritable ou efficace, ce programme-là n'est pas ressorti du tout de nos discussions et de l'enquête. Et donc là, ben, ça pose la question de l'adapter, en fait, ou de penser une nouvelle politique. MADA fonctionne bien pour certaines thématiques, pas toujours bien. On l'a vu avec le logement précédemment. Dans le cas de l'immigration, peut-être pas non plus. Donc, ce serait peut-être un élément, une mise à jour ou une politique ou une approche, je devrais dire, à repenser ou à revisiter en fonction du vieillissement de l'immigration. Je pense que ça peut être une très, 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 très belle opportunité. Et je vais terminer là-dessus. On a 6 grandes priorités qui sont détaillées dans notre rapport qui est disponible sur le site du FRQ. Et donc, penser les vieillissements et les enjeux par les territoires. Souvent, le vieillissement ou les vieillissements, et dans le cas de l'immigration, on peut avoir des politiques qui s'appliquent à l'échelle de l'agglomération, d'autres politiques à l'échelle d'un arrondissement. On peut avoir une ville ou un arrondissement qui sont très, très proactifs pour leur population, d'autres qui ne suivent pas les changements qui sont très, très rapides au niveau de la démographie. Donc, ça nous amène à vraiment appuyer les territoires, puis à penser les territoires, à penser les enjeux par les caractéristiques urbaines, comme j'ai pu le montrer dans le cas des 2 banlieues. Euh, Prendre en compte la complexité changeante des réalités locales, ça, je viens de dire. Faire évoluer des modèles d'action et d'intervention sur le vieillissement, mais adaptés au territoire. Savoir à quelle population communiquer les possibilités de soutien. Les nouvelles lois sur le français obligent les municipalités à communiquer en français, à quelques exceptions en anglais, alors que les besoins pour les communautés immigrantes de parler d'autres langues, c'est très, très important. Donc, les municipalités s'appuient sur les groupes communautaires ou ne soutiennent pas d'activités qui peuvent être en lien avec les langues différentes ou même des lieux de culte. Donc, on a des municipalités qui refusent de s'impliquer si des activités ont lieu dans des lieux de culte. Donc, ça peut être un gros problème de communication. Donner aux villes et municipalités les moyens de connaître leur population, ça je l'ai dit, et de miser sur la diversité des profils de personnes aînées migrantes pour intervenir aussi auprès d'autres personnes aînées immigrantes. Et je vais terminer là-dessus et répondre à vos questions avec grand plaisir. Je remercie infiniment nos 2 équipes. Je vous remercie pour votre présentation. Je remercie également l'équipe d'Hélène tout à l'heure. Vraiment, vous nous avez présenté des travaux très importants, je vous dirais, qu'on va retenir, qu'on va rediffuser d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez les revisiter par la suite. Je veux aussi remercier le public, les personnes qui étaient là pour poser des questions, pour émettre des commentaires. C'est toujours ça qui permet d'aller un petit peu plus loin. Puis c'est intéressant de voir aussi ce qui vous intéresse, vous. Puis je remercie nos partenaires d'avoir rendu possible ce financement, ces recherches. Vraiment, votre confiance, votre soutien est très précieux. Les présentations ont été enregistrées, comme je l'ai dit, seront accessibles sur le site. Vous allez retrouver également les rapports de recherche qui sont dans un format très digeste, hein, et je dois le dire. C'est un 25 pages à lire. Vous avez aussi des résumés. Souvent, il y a des aspects du soutien visuel avec ces rapports-là. Donc, je vous invite à aller les consulter et vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'annexes. Donc, j'ai entendu des questions sur les démarches de recherche. Souvent, on va trouver dans les annexes
traces, là, comment on peut avoir fait les entretiens, par exemple, ou on peut trouver des cartes et tout ça. Donc, c'est très intéressant d'aller visiter ça si ça vous intéresse. On va également vous envoyer un petit sondage de satisfaction. Je tiens à vous le dire. C'est important pour nous de savoir, hein, d'avoir des rétroactions, savoir comment vous avez apprécié cette activité de transfert, ce qu'on peut faire pour nous améliorer également. D'autres activités de transfert des connaissances auront lieu pour ce programme, seront à venir. Donc, je vous invite aussi à vous inscrire à notre infolette du Fonds de recherche du Québec. Souvent, les activités de transfert vont être mises en vitrine. Vous pouvez également vous inscrire à notre liste de diffusion des transferts, des actions concertées. Donc voilà, en espérant que cette activité de transfert vous aura donné envie de participer à d'autres qui sont à venir. Je vous souhaite vraiment une très belle fin de journée. Puis, puisque c'est encore janvier, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2025, marquée sous le signe, nous l'espérons, de l'inclusion. Merci. Merci beaucoup. Merci.